with the boss, Mr. HP. Woo! Moi, j'ai rien préparé. Je peux faire Titanic, non? N'importe quoi. Ah, raté. Oui, bonjour, je m'appelle Henri-Pierre Pellegrin. On me surnomme HP. C'était mon surnom, ça remonte quand j'étais ado, que je faisais de la basse dans un groupe de funk. Et je suis compositeur de musique de jeu. Donc, j'ai bossé sur le tout premier Trackmania. Et après, j'ai fait pas mal de vidéos éducatifs pour les éditions Milan, Bayam, tout ça. Et je continue d'en faire. J'ai bossé 4 ans à Gameloft. J'ai fait plein de jeux mobiles sur téléphone. Ouais, de la musique sur téléphone. Mais c'était cool parce que voilà, vraiment des petites prods avec plein d'univers différents et plein de plateformes différentes, que ça allait de la DS à la Xbox Live Arcade, et en passant par les iPhones et tout ça, l'arrivée des smartphones. Et après, j'ai rejoint Game Audio Factory, où j'ai fait pas mal de choses différentes chez GAF, enfin G4F maintenant. J'ai géré leur studio qui était à Ivry, où j'enregistrais de la voix off. J'en ai aussi profité pour enregistrer des musiques comme celle de Styx. Et depuis 2015, je suis à mon compte. Et donc je bosse dans mon petit studio fait maison. Frank Zappa, mon mentor principal. Même en tant que personnalité. Après, c'est marrant parce que j'ai pas du tout, je pense, le même profil, parce que lui, il est très extravagant, très extraverti, machin. Moi, j'ai grandi avec les consoles type NES, type Game Gear, Mega Drive. Moi, je disais Game Gear, comme Richard Gere. La Game Gear, en fait. Oui, je disais une Game Gear, il faut dire un Game Gear, c'est ça. J'ai été bercé, je pense, par ce côté un peu sonorité mécanique, sonorité synthétique, le chipset de la Mega Drive, de la NES. C'était mon background culturel musical. Donc je pense que je fais partie de la deuxième génération de ceux qui ont grandi avec les musiques de Yuzo Koshiro, et tous ces mecs-là. Et à la fois, je suis pas la génération d'après qui est arrivée directement sur les consoles next-gen, type au-delà de la PlayStation. Comme on était limité par la puce sonore de chaque machine, on se souvient des sonorités de la console, un peu comme si c'était l'interprète, finalement, la console et l'interprète. C'est comme si c'était toujours le même groupe qui jouait la même musique. C'est joué par NES, c'est joué par Mega Drive. C'est un peu de ça, quoi. Quand je suis arrivé en 2003, je savais pas que le métier existait, j'y croyais pas, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'était une passion de gamin. Et je suis arrivé en fait dans une équipe de production de jeux et je me suis rendu compte que ça existait. Et c'est vrai que moi j'ai grandi, j'ai fait un peu de tracker, pas beaucoup. Je suis pas dans la démocine en fait. Je suis arrivé un peu après cette scène-là, les mecs qui ont peut-être 5-10 ans de plus que moi qui étaient sur la démocine et qui bidouillaient beaucoup avec les trackers. Moi je suis arrivé où quand même le home studio c'était quand même encore quelque chose d'un peu compliqué et chaotique. Et par contre ceux qui sont arrivés après, donc 10 ans après moi, c'est vrai qu'en effet c'est devenu quand même très démocratique. On a plein de logiciels à disposition et donc je connais un peu ces deux mondes. Je suis fan de rock, donc j'ai commencé la basse à 14 ans. Enfin, mon premier instrument c'était le piano. Je voulais faire du saxo quand j'étais petit, mais j'ai commencé par le piano. Et c'est bien le piano parce qu'au moins ça t'apprend toutes les bases, harmoniques et tout. Quand tu bosses après sur un ordi, au moins je suis pas perdu, je connais tout. Et la gratte, ouais, en fait le clavier, ça jouait pas trop dans les groupes que j'écoutais. J'écoutais sur les Red Hot, des trucs comme ça. Et donc du coup je me suis mis à la basse pour jouer avec les copains dans le garage. Et après la guitare, je me suis mis par la force des choses parce que voilà. C'est le succès du jeu qui fait le succès de la bande originale. Donc si le jeu n'a pas de succès en général, mais voilà, la bande originale, on a beau la sortir, on a beau essayer d'en parler, c'est vraiment le jeu. Moi, le plus bel exemple pour moi, c'est justement, tout le monde me parle de la musique de Trackmania, c'est une des premières que j'ai faites. Il y a beaucoup de fraîcheur, mais c'est pas quelque chose dont je suis particulièrement fier, donc j'ai envie vraiment de monter en disant « c'est vraiment, j'ai fait un super boulot ». Et à la fois, c'est celle certainement qui est la plus connue. Quand j'écoute la prod, je la trouve vraiment dégueulasse. Mais à la fois, je serais incapable de refaire d'avoir ce même foisonnement d'idées maintenant que j'avais à l'époque. Donc en fait, je partais vraiment à la YOLO, quoi, et en essayant de donner le meilleur de moi à ce moment-là. Et maintenant, je pense que je ferais quelque chose de bien mieux produit, mais peut-être un peu plus dans les normes. En fait, ça dépend s'il y a une grosse communauté derrière. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à gérer, c'est si jamais tu sais que tu es attendu en fait par le public. J'ai peut-être un peu plus de pression, ouais. Mais après,
ça reste... En fait, je me focalise sur ce que je dois faire, en fait, sur le jeu, tu vois. Donc, j'essaie d'être pas trop parasité par tous ces trucs-là. J'ai pas bossé sur des licences suffisamment grosses, à part Bref Frontier, il y avait un peu de pression, mais c'était pas au point de me dire que j'ai une phobie dès que je rends une track, en me disant ah, c'est pas au niveau, ça, c'est vraiment... Tu sais, quand tu travailles sur un projet que tu admires vraiment, je pense que ça doit être difficile. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Il y a tellement de choses bizarres qui ont été faites. Quand tu écoutes, c'est des musiques qui ont été faites par les Japs, des trucs quand même, tu te dis... tu peux mélanger des trucs complètement incongrus, tu vois, c'est super, quoi. Sans parler de jeu, rien qu'en fonction du style de musique sur lequel je vais bosser, je vais être plus ou moins exigeant parce que mes référentiels sont différents. Là, sur le projet sur lequel je dois bosser en ce moment, il y a du métal à faire, je connais un petit peu. Au niveau de la prod, du coup, je suis vachement plus exigeant, ça me demande vachement plus de travail. Alors quand je suis sur de l'électro, je suis plus en mode YOLO. C'est moins une musique que j'écoute régulièrement. Donc, mais du coup, le degré d'exigence va être différent, en fait. Mais après, sur le jeu, ouais, de toute façon, l'important, c'est que ça soit fonctionnel. Quand tu joues et que ça fasse que ça te fasse vibrer, voilà. Quand tu travailles sur plein de différents projets, ça reste quand même de la musique de commande. Tu travailles en collaboration avec un directeur créatif qui te donne des pistes. Ces pistes-là, tu vas les passer dans ton prisme, tes propres influences, et ça va donner un peu un truc à ta sauce. Et c'est ça qui va être créatif. C'est un peu le même concept que quand tu es en groupe, en musique. En fait, tu es guidé parce que tu as un tel membre du groupe qui va te dire de faire ce style-là, qu'il aime bien ce que tu as fait là. Et du coup, tu orientes en fait un peu ton propre style vers le style de quelqu'un d'autre. C'est une sorte de collaboration. Sauf qu'au lieu de collaborer entre musiciens, on collabore avec un directeur créatif. Par exemple sur Regalia, il y avait des références qui sont très claires. J'ai quand même souvent un DA au-dessus de moi, soit le game director, soit un DA audio qui est déjà dans le studio, qui m'envoie des références. Donc il me dit ouais, on va dans ce style-là, dans ce mood-là. Après on discute, on se dit ouais, moi je le ferais comme ça, moi je le verrais plutôt comme ça. Ça j'aime bien quand il y a un discours vraiment que c'est créatif mais que c'est pas complètement fermé, que je peux proposer mes idées, je préfère. Après des fois c'est très fermé. Est-ce que tu peux le commencer un poil plus tôt ou le laisser durer un peu plus pour que vraiment que le glisser on sente vraiment le... Ouais, comme ça. Voilà. La nouvelle génération de compositeurs où on est beaucoup plus à l'aise aussi en production et pas juste en composition. C'est-à-dire que c'est pas juste des musiciens qui savent bien jouer de leur instrument, c'est aussi des musiciens qui savent utiliser une station de travail, enfin une station d'édition audio-musicale. Et de savoir découper sa musique justement en séquences, faire des boucles, gérer des morceaux au clic bien en place, ça aide beaucoup. Je pense que dans la musique de jeu, en fait, finalement c'est assez trivial. C'est juste une musique qui est redécoupée et restructurée. C'est-à-dire qu'on s'amuse à déstructurer une musique pour la restructurer. Il y a plusieurs catégories dans musique interactive. Tu as la musique adaptative, tu as la musique générative, tu as la musique procédurale. Et tu peux avoir un mix de tout ça. Et à la fois, tu as la musique linéaire old school qu'on retrouve dans plein de jeux, surtout des jeux casual. Mais même sur les premiers jeux, en fait, il y avait déjà une musique qui était interactive parce qu'à partir du moment où tu segmentes ta musique par phase de jeu, tu fais une musique qui est adaptative. On a des outils spécifiques type Wise ou type Fmod qui nous permettent en fait de travailler directement ce déclenchement interactif de musique en choisissant justement différentes couches, en écrivant vertical, horizontal, tu vois, enfin choisir les segments qui vont s'enchaîner avec les autres. À partir du moment où on travaille déjà en fait sur des outils type Cubase, type Reaper pour faire sa musique, on a l'habitude de travailler avec des séquences, donc on sait agencer ça. Quand tu commences à te dire j'ai un puzzle, j'essaie de composer dedans. C'est-à-dire, tu sais comment ça va être intégré, ou tu essaies de faire une musique interactive en te creusant un peu la tête en disant oui mais là il va y avoir le début du niveau, le milieu du niveau, la fin du niveau. T'as vite fait de faire quelque chose un peu trop mécanique et penser en fait à ton puzzle et pas penser à la musique. C'est-à-dire qu'avec Styx, ce qui a bien fonctionné par exemple, c'est que c'est pas moi qui m'occupais de l'intégration musicale, mais j'avais entièrement confiance à la personne qui l'intégrait. Ça aussi c'est important, la relation en fait, de confiance avec le mec qui gère tes sons. Du coup en fait lui, il a fonctionné comme un DJ, c'est-à-dire que je lui ai envoyé mes pistes complètement éclatées, et puis il a restructuré ça, il m'a dit bon tu vois la musique de boss, faut que ça évolue petit à petit, tu vois, faut qu'on monte en intensité pendant tout le niveau.
Donc j'ai fait une musique comme ça où je savais que là il y a un point de boucle, je sais que quand je m'arrête ici tu vas pouvoir revenir ici. Dans la tête je l'avais en tête mais ça s'entend pas sur la première piste. Le morceau en fait c'est un morceau de 4 minutes et il monte progressivement. Par contre en jeu t'as un morceau qui va durer 16 minutes, et, enfin même plus que ça dépend combien de temps tu joues, et qui revient à chaque fois à chaque point de boucle, et dès que tu passes des paliers en fait ça s'enchaîne et c'est de façon presque inaudible quoi. Enfin, ou alors en fait ça rajoute justement au feedback jouissif, t'as réussi un objectif, du coup on te récompense, t'as la musique qui évolue quoi. Un grand classique. No! T'as le bon sound design et le mauvais sound design. Tu vois, t'as le bon sound design, le mec, tu vois, il a un jeu, il fait les sons, tu vois. T'as le mauvais sound design, tu vois, le mec, il fait les sons, et puis... c'est le mauvais sound design. Tu coupes au montage. C'est une sorte de puzzle quand tu fais une musique pour un jeu vidéo, en fait, surtout sur des jeux où tu as un peu plus de budget et qui a un peu plus de direction audio et d'intégration de musique un peu plus évoluée. Tu peux vraiment t'amuser en fait à jouer, à imaginer comment le joueur va percevoir l'expérience sonore et voir un truc un peu plus global. Et ça c'est fun, et ça tu peux pas l'avoir en film je pense. Après on a tous nos techniques aussi pour continuer à être créatifs. Je ne les livrerai pas en fait parce que je n'en ai aucune conscience. Je ne sais pas comment je fais. Si je le savais, je te le dirais. Tu peux faire de la musique très simplement maintenant avec un PC, quelques samples, tout in the box. En plus, il y a plein de logiciels maintenant gratuits ou des samples gratuits, quoi. Donc après, c'est plus une question de confort. En tant que musicien et mec du son, on a vite fait de sombrer dans le gear porn, tu vois, et l'escalade, la course à l'armement. Chacun a son standard de confort. Moi, il m'est arrivé de bosser juste dans mon appart avant d'avoir une pièce rien que pour moi. Du coup, je m'adapte en fait, en fonction de ces conditions-là. Je sais pas si la musique est vraiment différente en fonction du matos qu'on a. Je pense que l'important, la musique, elle est là-dedans avant toute chose, ou même éventuellement au bout des doigts. De toute façon, il n'y a pas d'endroit particulier pour faire des jeux vidéo. Moi, j'ai bien bossé à Aurillac quand j'étais à Gameloft pour faire des jeux et c'était très bien. C'était des meilleurs souvenirs, en fait, une équipe jeune, voilà, justement dans un cadre serein. Après, je pense forcément l'endroit où on est, ça influence la façon dont on travaille, certainement, la façon dont on va créer, parce qu'en fait, on s'inspire de notre quotidien, donc certainement que d'être dans le stress du métro parisien et d'être au calme près de la mer, ça nous fait pas créer les mêmes jeux. Au Japon, c'est toujours mieux. Je sais pas. Sur Brave Frontier, j'avais quand même un budget qui était carrément décent pour la musique. Comme c'est une boîte japonaise, ils avaient une culture de la musique où les Japonais ils avaient besoin que ça soit bon qualitativement. Il y a pas mal de studios français, ils veulent faire un jeu mobile et puis à un moment, ils prennent le son. Et là, on fait une petite musique à la con et puis voilà. Sur console, on va peut-être moins avoir, on va peut-être plus raffiner les choses. Si on se dit ouais, c'est une expérience de jeu qui va être plus longue, donc on va avoir un peu plus de musique et on va être peut-être aussi sur un design un peu plus ambiant que sur une musique de jeu mobile où on va avoir un truc un peu plus catchy, un peu plus percutant parce que les sessions sont courtes, donc on a besoin d'avoir rencontré quelque chose qui te mette en rythme pour ton jeu. Finalement, c'est qu'une question de design parce que c'est la différence entre un jeu d'arcade et un jeu d'aventure un peu plus long, quoi. Bien sûr, tout à fait. Je pense quand même que malgré tout, les budgets audio, tu peux mettre beaucoup, ça restera toujours pas beaucoup par rapport au budget que tu dois mettre pour le reste en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu toujours dommage un peu de bâcler le son et pas peu mettre les moyens pour justement d'enregistrer des vrais musiciens, de faire vraiment une belle BO qui dure plus d'1 heure, plus de 2 heures et voir, parce qu'après dans le jeu le mec tu vas jouer 20 heures, 30 heures tu vois, donc il faut quand même à un moment donné que t'aies du contenu, quoi. La musique, c'est vrai que le budget était vraiment, sur Styx 1 du moins, c'était vraiment ultra ric-rac. Moi je suis allé un peu au-delà en fait de ce qu'il y avait en budget. Je voulais absolument en fait passer justement en quali parce que je savais que je passais juste après Olivier de Rivière avec Overkemen et je pouvais pas me planter en fait. Je voulais enregistrer un quartet, donc j'ai trouvé une solution où avec peu de choses on allait faire quelque chose de bien. C'était vraiment l'idée. Mais bon après justement c'est ça, quand tu as ta ligne de budget, tu vois ce que tu peux faire pour faire quelque chose de bien, même avec peu de moyens. C'est aussi joli un violoniste qui joue un très beau morceau, tout seul, un très bon soliste, qu'un orchestre de 70 musiciens. Je veux dire, il n'y a pas de degré de comparaison. Je veux dire, ça va pas être mieux parce qu'il y a 70 musiciens. La musique de jeux vidéo est toujours un peu considérée comme une musique de seconde zone, alors qu'en fait c'est un véritable écrin où il y a plein de styles différents. Tu vois, on dit il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo.
Alors je veux pas faire mon élitiste, mais déjà ça commence mal. Je voudrais pas que ça soit mal interprété. Si les mecs ils disent qu'ils jouent aux jeux vidéo alors qu'ils jouent à Candy Crush, tu vois, c'est pas... ou à FIFA... Enfin non, FIFA, je vais avoir des emmerdes. Merde. C'est un sujet glissant, ça. Il y a le bon et le mauvais gamer, c'est pareil. Pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu, en fait c'est devenu quelque chose de commun parce qu'en fait il y a plein de médias interactifs partout. Je pense que les vrais joueurs, comme je les entends, c'est des gens qui s'intéressent à différentes expériences en fait de jeux vidéo et pas juste en fait un style particulier. Et ça, je suis pas sûr qu'il y en ait plus maintenant que dans les années 90. Je sais pas si ça a vraiment beaucoup évolué ça. Tous les jeux qui sortent, tu vois, c'est un peu ce qui est énervant, c'est qu'en fait il y a une espèce de culte de l'actualité. Il faut toujours avoir joué au dernier jeu récent, il faut toujours connaître le dernier truc qui est sorti. Et c'est bien, je trouve, à un moment donné, de se poser, de prendre une référence qui date d'il y a 10 ans, mais voilà, c'est important. Peut-être que le jeu vidéo arrive à maturité, au même titre que l'industrie du film, tu vois, où dans l'industrie du film, on regarde des films vraiment qui n'ont pas vieilli. Et peut-être certains jeux qui vont sortir du lot comme ça et qui n'auront pas vieilli, qui vont rester des piliers, des références. Et c'est normal que la création, tu vois, elle devienne complètement exponentielle. En fait, on peut pas dire aux gens arrêtez de créer. La musique de jeu a pris plus de lettres de noblesse avec le temps parce que justement les styles se sont vraiment diversifiés et que maintenant dans la musique de jeu, tu as de la musique électronique, tu as du métal, tu as de la musique classique, tu as de la musique pop. Genre quand tu prends la différence entre la BO de Doom et la BO de Life is Strange, c'est complètement, tu vois, il y a un... Puis à côté de ça, il y a quoi? Il y a justement la musique de Rayman et la musique de Styx. Et ces styles-là sont pas forcément mis en avant. Je veux dire, par contre, on est dans une société marchande et tu te retrouves avec des mecs en fait, qui font toujours tourner les 4 mêmes accords parce que, et on revient à Frank Zappa, ils pensent que ça se vende. Et c'est le gros drame de la musique actuelle, c'est que les gens en fait, mettent de la musique en pensant que tu as un directeur créatif qui va te dire mais je sais ce qui marche. Alors que dans les années 70, les mecs ils disent je sais pas, ça a l'air bien, vas-y, je te donne des sous. Et maintenant, t'as des mecs en fait qui étaient là juste à donner le café, qui se sont retrouvés à des postes de direction et qui disent ouais mais moi je sais, moi je suis jeune, moi je sais ce qui plaît aux jeunes. Ça, je pense que c'est dramatique. Être français pour la musique des jeux vidéo, c'est problématique. Parce que, en fait, comme dans les années 90, il y a eu pas mal de soucis avec la SACEM, de procès où les studios en plus n'ont pas forcément gagné. Il y a une espèce de peur en fait comme ça du compositeur français, un problème de légal en fait qui fait que du coup les mecs se flippent un peu, mais c'est en train de changer. Enfin, les gens ont compris que voilà, la SACEM aussi je pense que c'était plus que le monde avait changé, qu'il y a eu le monde digital qui est arrivé. Je veux dire, c'est dans les années 90 et maintenant, je veux dire, il n'y avait pas iTunes, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toute cette offre digitale. Et ça change. Mais malgré tout, surtout sur des grosses prods, c'est quand même compliqué. Ce qui est vachement important en musique, en audio, c'est de prendre du recul régulièrement et justement pour pas partir sur une fixette, sur un son de basse, sur une fixette, sur un son de caisse claire, et penser au global et l'énergie du morceau. La clé, c'est d'être fier quand même de ce que tu fais parce que sinon déjà, t'as pas envie de bosser. Et à la fin, même si le projet se plante, si le projet se fait pas, il faut que tu aies quand même quelque chose, tu te dis bon, voilà, c'était bien quand même, tant pis. Faut pas tomber amoureux de sa musique, faut aimer sa musique, mais faut pas en tomber amoureux. Bosser vite, je pense que ça c'est important, parce qu'en fait, hélas, les budgets sont pas gros, donc du coup, en fait, faut produire beaucoup, il faut produire vite. J'ai fait une partie de mon rêve de gosse avec les musiques de Brave Frontier, parce que quelque part, en fait, j'ai fait du Final Fantasy-like, je me suis fait plaisir là-dessus, pareil avec Regalia. Et bon, je pense que ça, c'est peut-être un peu passé de mode maintenant, il faudrait trouver en fait quelque chose d'un peu plus original sur les prochaines prods, tu vois. J'aimerais bien bosser, partir dans cette direction-là, mais ouais, dans le truc old school, je pense que j'aimerais bien faire un shoot 'em up ou un truc, ou un jeu de plateforme un peu péchu, quoi.